Bonjour tout le monde! Donc, comme je vous ai parlé, je vais vous faire un petit vidéo pour vous expliquer chacun des chapitres. J'ai déjà placé en ligne le chapitre numéro 7, qui est en fait sur l'accueil des employés, donc une fois qu'ils sont engagés. Et là, je vais vous faire un petit vidéo sur le fameux chapitre numéro 16, qui est en fait l'embauche, qui est le moment où on accepte le candidat. Et on parlera du fait que non seulement c'est nous qui l'acceptons, mais lui nous accepte aussi. Donc, c'est mutuel. Sur ce, je commence. Me voici, me voilà. Bon, vous êtes chanceux, on a un concert de Chihuahua. Donc, premièrement, comment prendre la décision d'embauche? Qu'est-ce que doit contenir un contrat de travail? Pour ce chapitre-là, je vous recommande fortement de vous référer au chapitre 16 du manuel. Il y a des exemples de lettres, entre autres, qui peuvent vous aider. On dit aussi comment négocier une offre d'emploi. Donc, c'est ce qu'on verra. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'habituellement, à la fin du processus, il reste environ 2 ou 3 candidats. Dans votre cas, bien, dépendamment de combien vous êtes à l'examen, vous verrez combien vous êtes à l'examen, excusez, je viens de voir le mot examen. Combien vous êtes dans votre travail. J'ai des équipes qui sont 2 personnes, donc nécessairement, il restera deux candidats à la fin. Sinon, les autres, ben, vous êtes jusqu'à 5. Donc, à la fin, il y a toujours quelques candidats qu'on élimine automatiquement et on se concentre sur 2 ou 3. Les règles précises les règles de prise de décision doivent être basées premièrement sur des faits qui sont clairs. Ils doivent être établis à l'avance, ces règles-là. Et les méthodes, vous pouvez lire des méthodes dans le livre là, sur la prise de décision, mais je ne le ferai pas compter à l'examen. D'ailleurs, il faut comprendre que depuis le début, tout ce qu'on essaie de faire, c'est d'être objectif. On a déterminé les attentes. On a commencé par déterminer quels sont nos besoins. On a déterminé quels étaient les profils quelles étaient les tâches. Par la suite, on a fait un profil d'exigence. On a déterminé, on a fait une offre d'emploi associée à ça. On a trié des CV en conséquence de ça. On a analysé les compétences en fonction de ça. On a créé des entrevues en fonction de ces compétences-là. Et maintenant, on les analyse en fonction de ça. Donc, depuis le début, le but, c'est d'être le plus objectif possible. Pourquoi? Bien, pour éviter toutes les formes de discrimination et surtout d'avoir des preuves à l'appui. Par contre, ce qu'on dit, c'est que rendu à la fin, si j'ai 2 candidats qui sont similaires, donc 2 candidats avec des profils équivalents, et que je ne sais pas lequel choisir, ce qu'on dit, c'est qu'on peut devenir on peut devenir subjectif. Donc, quand on parle de subjectivité, bien, on peut parler, par exemple, de qu'est-ce qui motive cette personne-là. On peut parler de la capacité d'adaptation, les facultés d'interagir à l'intérieur de l'équipe, l'interagir avec la clientèle et finalement votre intuition. À partir du moment où tout le processus complet a été fait de façon objective et que là, vous arrivez à la fin avec 2 ou 3 candidats, la subjectivité de la décision devient possible. Encore une fois, on essaie d'utiliser des dimensions qui sont subjectives, mais seulement quand on arrive à la fin. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas que le reste du processus soit impliqué. Donc, dans le choix du candidat, bien, premièrement, on essaie de les classer dans nos choix de candidats, lequel est le premier, le deuxième puis le troisième. Ce qu'il faut comprendre, surtout dans le marché d'aujourd'hui, c'est que les conditions d'embauche sur le marché du travail sont très, 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 très difficiles. Donc, en ayant le plein emploi, ce que ça fait, c'est qu'un candidat va fort probablement recevoir plus qu'une offre à la fois. Et à cause de ça, vous allez devoir peut-être aller à votre deuxième choix parce que le premier serait déjà choisi ou aurait décidé de se tourner vers une autre option. Donc, c'est pour ça qu'il faut les classer en premier, deuxième, troisième. C'est dans cette optique-là. Par la suite, bien sûr, on appelle le premier, on discute avec lui des conditions. Vous pouvez lui envoyer une lettre d'offre d'emploi. Là, j'y ai écrit 469 à 470. En fait, il y a un exemple de lettre d'emploi à la page 480. Fait que, excusez. Fait que pour ceux qui chercheraient,
un exemple. Vous allez devoir le faire pour le travail final. C'est un bel exemple que vous retrouvez ici. Par la suite, une fois que vous avez envoyé cette lettre-là, vous devez donner un délai. Excusez, le nez me pique. Vous allez devoir donner un délai maximum pour que cette personne-là réponde, genre 24 heures. Souvent, particulièrement dans le contexte d'aujourd'hui, la personne va revenir sûrement avec des négociations, plus de vacances, plus de salaire, des horaires flexibles, du travail à la maison, etc. Et par la suite, vous devez négocier. Si ça fait votre bonheur, si tout le monde arrive à s'entendre, bien parfait. Sinon, ben, peut-être que vous allez devoir passer au deuxième ou au troisième choix. Si jamais ça se fait puis que tout est beau, vous allez devoir aussi appeler les 2 premiers candidats pour leur dire malheureusement, votre candidature n'aura pas été retenue pour le poste actuel. Encore une fois, sans donner d'explication. Contrat individuel de travail. Le contrat individuel de travail n'est pas obligatoire, sauf que il n'est pas obligatoire, sauf que la journée où vous avez un problème, ce sera votre parole contre la leur. Donc, pour cette raison-là, rédigez un contrat de travail. Donc, on dit que c'est toujours mieux d'avoir un document écrit en cas de litige. Le contenu peut varier, mais ne peut jamais aller à l'encontre de certaines lois. Un, les normes du travail. Vous pouvez toujours vous y référer. Les normes du travail évoluent avec le temps. Ils ont d'ailleurs eu une grosse réforme en janvier 2019, 1er janvier 2019. Et pour certaines autres règles aussi. Donc, la majorité des règles du contrat individuel de travail se trouvent dans la loi sur les normes du travail. Vous pouvez vous fier sur le site web de la CNESST. Et pour certaines autres clauses spécifiques peuvent se retrouver, entre autres, dans le Code civil du Québec. Vous devrez faire la vérification à ce moment-là. Habituellement, qu'est-ce qu'on trouve dans un contrat de travail? S'il vous plaît, la durée du contrat. Il y a soit la durée déterminée, soit la durée indéterminée. Ce qui est important de comprendre, c'est que si c'est un contrat de remplacement, qu'on a une date de début et une date de fin, c'est un contrat déterminé. Alors que si on n'a pas de date, c'est un contrat à durée indéterminée. Autre truc, vous n'avez pas le droit de dépasser. En fait, vous pouvez faire des contrats à valeur indéterminée, mais vous n'avez pas le droit d'aller à plus que 3. À partir du moment où vous dépassez 3 contrats à valeur indéterminée, genre, OK, je t'embauche pour un an, puis là, dans un an, OK, je te rembauche pour un an, puis là, dans un an, je te rembauche pour un an, c'est considéré comme étant une version cachée du contrat à valeur déterminée. En fait, les gens utilisaient ça, les entreprises utilisaient ça dans le but de pouvoir toujours se garder une porte de sortie. Ah, ben au bout de 4-5 ans, il me tape ses nerfs, il est devenu trop confortable, je veux le mettre à la porte. Donc, à partir de 3 ans, le contrat est automatiquement considéré comme un contrat à valeur déterminée. Donc, pour les travailleurs saisonniers, par exemple, si j'ai des employés qui travaillent de avril à octobre, puis d'année en année, je les reprends si je leur donne 3 contrats d'année dessus. 3 années de suite, un contrat, automatiquement, ils sont considérés comme étant un contrat à valeur indéterminé. Donc, ils travaillent pour moi à moins d'avis contraire. Par la suite, à l'intérieur de votre contrat, vous devez aussi parler de la cessation du contrat. Donc, qu'est-ce qui met fin au contrat? Dans quelles conditions? Est-ce que la personne a un bonus? Est-ce que la personne vous doit certaines obligations à son départ aussi? Je vais le revoir, entre autres, à la page. Là, d'ailleurs, si vous savez, pour le contrat de travail, vous pouvez voir, c'est la page 381 et plus, où il parle des contrats. Particulièrement, on parle des contrats à valeur déterminée, des valeurs indéterminées. Cessation du contrat de travail, page 484. Donc, les pages n'ont pas été mises à jour. Donc, 484 pour la cessation d'emploi. Description de l'emploi, page 485. Qu'est-ce que ça comprend? Quels sont les attendus de la part de l'employé et de l'employeur en passant? Donc, un contrat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un contrat, il y a toujours 2 parties. L'employé vous doit sa loyauté puis vous doit du travail. Et vous, comme employeur, vous allez devoir lui fournir du travail.
vous veillez à sa sécurité et le payer. Donc, description de l'emploi, c'est ce qu'on retrouve aussi. Vous avez des exemples des clauses là, à l'intérieur de certains encadrés. Par la suite, rémunération, combien la personne va être payée, comment la personne va être payée, qu'est-ce qui fait partie de ses avantages sociaux. Vous pouvez, entre autres, parler des avantages sociaux du genre RVER, qui est un régime volontaire d'épargne retraite, à savoir si vous cotisez ou non. Est-ce qu'il y a des assurances? Si oui, à partir de quand ils y ont droit, etc. Le temps de travail, c'est quoi le temps qui est supposé d'être travaillé? Donc, par exemple, est-ce que l'horaire de travail est supposé être de 8 heures à 5 heures? Est-ce que la semaine de travail, c'est 35, 37,5, 40 heures par semaine? Est-ce que les horaires de travail sont basés sur 4 jours semaine, 5 jours semaine? Est-ce qu'il y a des horaires rotatifs? Bref, ce genre d'informations-là. 6, les vacances et les congés. Qui décide comment les prendre? Combien la personne a le droit? Les congés, quand est-ce qu'ils sont? Donc, on a 11 congés obligatoires fériés. Il faut les inclure à l'intérieur du contrat. Si jamais il y en a d'autres, genre si vous êtes une banque, hier, le 11 novembre, était considéré comme étant une journée fériée pour tout ce qui était de gouvernance fédérale. Période probatoire. Premièrement, est-ce qu'il y en a une? Si oui, de combien de temps? Est-ce que cette période probatoire-là demande des ajustements spécifiques? Est-ce que j'ai des ajustements de salaire à faire? Est-ce que les avantages sociaux commencent seulement après la période probatoire? À partir de quand la période probatoire est considérée comme étant finie? Etc., etc., etc. 8, loyauté, confidentialité, exclusivité de service, clause de non-concurrence. D'ailleurs, une clause de non-concurrence doit toujours être faite selon 3 grands critères. Donc, dans ces 3 critères-là, on a un critère de temps, on a un critère de lieu et on a un critère d'objet. Critère de temps. Ce que la loi dit, c'est que vous devez souscrire un certain nombre de temps. Premièrement, une clause de non-concurrence, ce que ça dit, c'est si toi, comme employé, tu quittes mon entreprise, tu n'as pas le droit de travailler. Et là, je régis ce cadre-là. C'est à ça que ça sert. Donc, par exemple, pour une période de 1 an, l'autre, c'est pour un lieu dans la région de Blainville. Et par exemple, je pourrais dire comme coiffeuse. Donc, ça veut dire que si l'employé brise le contrat, il devra répondre à cette clause de non-concurrence-là, sans quoi il peut avoir des conséquences que vous pouvez déterminer à l'avance. Non-concurrence, ce qu'on dit, c'est, par exemple, temps, 1 an, lieu, ville de Blainville, ou à 5 km, un rayon de 5 km autour du salon d'esthétique, et finalement, l'emploi. Là, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que je ne peux pas dire 2 ans au Québec pour être secrétaire. Pourquoi? Parce que j'empêche la personne de travailler. Donc, il faut que ce soit juste assez précis pour empêcher la personne de vous faire du tort et juste assez lousse pour ne pas empêcher la personne de travailler. Sinon, si la clause est jugée comme étant trop restrictive, les normes du travail, la commission des normes du travail va littéralement faire tomber cette clause-là, puis à ce moment-là, la personne ne va pas faire ce qu'elle veut. Très important. 9, la propriété intellectuelle. Donc, c'est-à-dire, le matériel appartient à qui? Donc, si jamais, par exemple, un programmeur crée une application pendant qu'il travaille pour vous, à qui appartient cette application-là? Est-ce qu'elle appartient à l'entreprise ou est-ce qu'elle appartient à l'employé? Ça, c'est des clauses qui sont négociables à l'intérieur de certains contrats. Et finalement, les fameuses mesures disciplinaires. Donc, une mesure disciplinaire, c'est des punitions. Donc, quelles sont les mesures disciplinaires? Comment je les applique? Quelle est la gradation? Donc, on commence toujours par exemple, un avertissement, puis on va sévir comme ça jusqu'à un jour, ça peut mener jusqu'à un renvoi de l'employé. Je vous suggère fortement, dans le cadre du travail final, de vous fier aux pages mentionnées parce qu'il y a des formulations de clauses qui sont
qui sont déjà écrites, qui peuvent vous aider dans le cadre de ce travail. N'oubliez juste pas de rajouter vos sources. Finalement, ça finit à peu près à la page 499 pour ceux qui s'intéressent. Donc, ça donne un exemple un peu d'un contrat de travail. Je vous dirais que c'est un contrat de travail qui est vraiment de base dans ce cas-ci, mais ça donne déjà un exemple. Finalement, l'offre d'emploi, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est toujours négociable. C'est pas parce qu'on vous offre un emploi avec ces conditions-là que vous êtes obligé de les accepter. Et surtout, si vous faites une offre d'emploi, il faut qu'elle soit assez attrayante, mais pas nécessairement au maximum de ce que vous êtes capable d'offrir, pour la simple et unique raison que la personne peut essayer de négocier, puis que si vous êtes déjà au maximum de ce que vous êtes capable d'offrir, ben, la négociation arrête là, puis peut-être que ça peut être vu de façon négative de la part des employés. Éléments les plus souvent négociés, la rémunération, c'est-à-dire le salaire, ou les pourcentages des ventes, là, ça en fait partie. Le temps et les horaires de travail, je vous dirais aussi la façon de travailler. Donc, maintenant, on a entre autres du télétravail. Ça se négocie de plus en plus. 1 jour, 2 jours à la maison. Les congés. Je veux 2 semaines de vacances en partant la première année. Je veux 3 semaines à partir de l'année numéro 1, etc., etc. Pour être en mesure de négocier, premièrement, vous devez connaître les conditions de salaire du poste, les conditions pour des postes comparables, que ce soit chez vous, on parlait de l'équité interne, de l'équité externe, etc. C'est important de bien connaître le marché, c'est important de bien connaître les autres postes de l'entreprise. Pourquoi? Pour ne pas arriver avec un certain débalancement. Euh, donc, payer un vendeur qui vient de rentrer plus cher, un vendeur qui est moins expérimenté, plus cher qu'un vendeur plus expérimenté parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Okay? Fait que à ce moment-là, il faudra réajuster au sein de l'entreprise. Connaître les attentes des candidats, ou du moins les attentes potentielles des candidats, qu'est-ce qui, eux, les intéresse. Donc, par exemple, si vous avez une jeune maman à la maison, si vous avez une jeune maman à la maison qui cherche un emploi, possiblement que elle, la rémunération va peut-être être moins importante si surtout elle peut avoir soit du temps de travail à la maison ou des horaires flexibles. Donc, essayez de vous ajuster en fonction de ça. Vous avez tous eu des cours de vente. Comprendre le contexte de la dotation en date d'aujourd'hui. On est en situation de plein emploi et donc c'est difficile de recruter. Et bien sûr, disposer d'un mandat de négociation. Donc, ne pas toujours être obligé de jouer au perroquet. OK, ben je vais demander au patron. Puis là, vous allez devoir aller voir le patron, parler avec lui, rappeler le candidat, refaire une demande. Donc, demandez à votre patron de tout de suite vous donner une certaine marge de manœuvre sur, par exemple, les salaires, les vacances, etc., ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous-même négocier cette entente-là, et ça de façon beaucoup plus fluide. Si jamais il y a un syndicat, bien, premièrement, ça ne s'appelle plus un contrat individuel de travail, mais un contrat collectif de travail. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'habituellement, on aura besoin de négocier une entente de convention collective. Probablement, à ce moment-là, c'est le contrat lui-même qui va gérer 100% des clauses. Et donc, vous allez devoir, premièrement, vous familiariser avec cette convention collective-là pour être capable de bien expliquer à la personne quelles seront les conditions de travail. Mais en plus de ça, vous allez devoir remettre une copie de la convention collective au futur employé. Sur ce qu'il faut se souvenir, c'est que le comité de sélection doit classer les candidatures. Une offre d'emploi peut être conditionnelle, entre autres, à la réussite d'un examen médical. Si l'examen médical empêche la personne de faire le travail, par la suite, on dit qu'un candidat peut accepter, refuser ou même négocier une offre. Et ça, c'est à vous de prendre la décision. C'est pour ça, entre autres, qu'on a plus qu'un candidat qu'on retient. Et il est toujours, bien sûr, préférable de signer un contrat en version écrite. Si c'est un contrat collectif de travail, bien sûr, il sera beaucoup plus strict, beaucoup plus régi. Alors que si c'est un contrat individuel de travail, vous allez devoir le créer. S'il n'existe pas déjà, vous allez devoir le créer et peut-être déjà déterminer les ententes de ce qui va se passer avec cet employé-là. N'oubliez pas qu'en aucun cas, que dans tous les cas, vous devez vous assurer d'une certaine équité et donc de ne pas accepter des conditions de travail pour un employé, un nouvel employé qui irait à l'encontre de ce que vous avez fait dans le reste de l'entreprise.
Sinon, vous allez probablement devoir ajuster le reste des employés de l'entreprise. Puis là, ben, quand vous calculerez votre coût total pour l'embauche de votre employé, bien, fort probablement que ça va avoir fait grimper le prix de ce dernier. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne étude pour votre examen la semaine prochaine, qui est en fait un examen récapitulatif de ce charmant manuel et des présentations que nous avons faites au cours des dernières semaines. Pour cet examen-ci, donc pour l'examen de la semaine prochaine, automne 2019, vous avez droit à une feuille récapitulative, recto verso, manuscrite. Ça veut dire écrit à la main. Crayon à l'encre ou crayon à mine, ça ne me dérange pas. La seule chose que je ne recommande pas, c'est crayon à l'encre qui s'efface. Pourquoi? Parce qu'à force de jouer avec la feuille, vos informations risquent de s'effacer. Donc, c'est ça, 8,5 par 11, recto verso, écrit à la main. Fait que tant mieux si vous écrivez petit, tant pis si vous écrivez gros. À part de ça, ça devrait bien aller. Vous révisez vos présentations, vous avancez vos travaux finaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller déposer les offres d'emploi pour que les candidats que vous allez passer en entrevue aient pu voir sur quel poste ils vont faire leur entrevue. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Bye!